Je suis rentré dans notre appartement alors que la ville s'enfonçait déjà dans les épaisses pénombres hivernales. Les réverbères s'allumaient un à un, projetant sur la neige fraîche des ombres allongées et étranges. J'étais fatigué. Les dernières semaines avaient été particulièrement dures au travail. Un nouveau projet, un client difficile, des modifications sans fin sur les plans que je devais apporter jusqu'à tard dans la nuit. La seule pensée qui me soutenait était celle de la maison, de ce monde calme et chaleureux que je construisais pour ma famille, avec autant de soin que mes projets d'architecture. Ma femme Émilie, nos enfants, Manon qui avait 7 ans et Hugo qui en avait 10. J'ai introduit la clé dans la serrure, j'ai tourné. La porte s'est ouverte sans bruit. J'ai toujours veillé à ce que les gonds soient bien huilés. Un détail, mais c'est de ces petits détails que se compose le confort. À peine avais-je franchi le seuil que j'ai senti une odeur étrangère. Elle n'était pas désagréable, au contraire, complexe et coûteuse. Un arôme lourd et sucré de bois de santal avec des notes épicées que je n'arrivais pas à identifier. Émilie n'a jamais aimé ce genre de parfum. Elle préférait les senteurs légères, fleuries ou d'agrumes, qui, selon elle, ne donnaient pas mal à la tête. Celui-ci était dense, presque palpable, et il flottait clairement dans l'air depuis peu. Étrange. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai accroché à la patère et j'ai posé mes chaussures sur le tapis prévu à cet effet. L'entrée était parfaitement rangée, comme toujours. Mais quelque chose n'allait pas. Mon regard s'est accroché à une paire de gants de femme en cuir fin, jetés négligemment sur la commode. Les gants d'Émilie se trouvaient d'habitude dans un panier tressé. Je suis passé dans le salon. Sur la table basse se trouvait un verre de vin rouge vide. Il ne faisait pas partie de notre service habituel. Celui-ci avait un pied haut et fin avec une large coupe. On utilise ce genre de verre pour les vins chers et vieillis. J'en avais offert des similaires à Émilie il y a quelques années, mais nous ne les sortions que pour les occasions spéciales. C'était un mardi ordinaire. De la chambre est sortie Émilie. Elle portait un nouveau peignoir de soie d'un vert émeraude profond qui mettait en valeur sa peau claire et ses cheveux au burn. Ce peignoir m'était inconnu. Elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Tu es rentré tôt », a-t-elle dit, et dans sa voix a glissé une note de surprise qu'elle a aussitôt essayé de cacher. Le projet a été rendu plus tôt. J'ai décidé de me prendre une petite journée, ai-je répondu en essayant que ma voix sonne aussi naturelle que possible. Comment vont les enfants? Tout va bien, ils font leurs devoirs. Manon a eu un 10 en mathématiques aujourd'hui. Elle s'est approchée de moi et a effleuré ma joue de ses lèvres. Le baiser a été court, presque formel. Elle sentait le même santal et quelque chose d'autre, une odeur masculine d'eau de Cologne à peine perceptible, mais bien présente. J'ai commandé à dîner, a-t-elle dit en hochant la tête vers la cuisine. Je n'avais pas la force de cuisiner. Sur la table de la cuisine se trouvaient des contenants d'un restaurant asiatique. Nous n'en avions plus commandé depuis plusieurs années, depuis qu'Émilie s'était passionnée pour l'alimentation saine et avait commencé à cuisiner elle-même. Elle aimait cuisiner, y trouver du réconfort et un exutoire créatif. Et sa fatigue n'avait jamais été un obstacle. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement assis à table. Je savais que n'importe quel détail, n'importe quelle question maladroite pouvait briser l'équilibre fragile. Je devais être un observateur, impartial, comme une caméra de surveillance. Je devais rassembler les faits, les analyser et seulement ensuite tirer des conclusions. Les émotions sont l'ennemi de la précision. J'ai mangé en silence pendant qu'Émilie me parlait de sa journée. Son récit était fluide, mais vide. Les mots formaient des phrases, mais il n'y avait rien derrière. Une rencontre avec une amie, des courses, de petites tâches ménagères. Je hochais la tête en faisant semblant d'écouter, mais je notais les détails. Elle évitait presque de me regarder dans les yeux. Ses mains tripotaient nerveusement la ceinture de son peignoir. Quand elle parlait de son amie, elle a hésité une fraction de seconde, comme si elle cherchait le nom. Plus tard, en couchant les enfants, j'ai ressenti une nouvelle vague d'inquiétude. Manon, en me serrant dans ses bras, a murmuré « Papa, maman a chanté une nouvelle chanson aujourd'hui ?» Je ne l'avais jamais entendue. « Quelle chanson, mon soleil ?» ai-je demandé. Je ne sais pas, elle était un peu triste, et elle ne la chantait pas pour moi. Hugo, qui faisait semblant de lire un livre, a levé les yeux de sa lecture. Dans son regard a brillé quelque chose de adulte, de compréhensif. Il a aussitôt baissé les cils. Ce regard m'a frappé plus fort que tout le reste. Les enfants sentent toujours tout, même s'ils ne comprennent pas.
Je suis retourné dans le salon. Émilie était assise sur le canapé, feuilletant un magazine. Le peignoir émeraude avait glissé d'une épaule, découvrant sa peau lisse. Elle était belle. Même maintenant, avec ce sourire artificiel et l'inquiétude dans les yeux, elle était incroyablement belle. Ma femme, la mère de mes enfants et une parfaite étrangère. Tu es fatiguée, m'a-t-elle demandé sans lever la tête. Oui, je vais prendre une douche. Dans la salle de bain je suis resté plus longtemps que d'habitude. L'eau chaude emportait la fatigue physique, mais ne pouvait pas chasser le froid glacial qui me paralysait de l'intérieur. Je suis sorti et j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre. Émilie dormait déjà ou faisait semblant. Sa respiration était trop régulière. Je me suis approché de la chaise où était accroché le peignoir émeraude, je l'ai pris dans mes mains. Le tissu était froid et lisse. J'ai fouillé la poche. Vide. Sur la table de nuit, à côté de sa crème et de son livre, se trouvait son téléphone, écran vers le bas. C'est comme ça qu'elle avait commencé à le poser il y a environ un mois. Je me suis approché silencieusement, j'ai pris le téléphone, j'ai allumé l'écran. Mot de passe. J'ai essayé l'ancien, que je connaissais le jour de notre mariage. Ça ne marchait pas. J'ai essayé les dates d'anniversaire des enfants? Non plus. J'ai reposé le téléphone à sa place en essayant de ne faire aucun bruit. Cette nuit a été longue. Je suis resté allongé à côté d'elle, sentant sa chaleur, mais entre nous il y avait un gouffre. Je repassais dans ma tête les derniers mois, reliant les événements épars qui semblaient insignifiants auparavant. Les soirées de travail soudaines qui arrivaient de plus en plus souvent. Une nouvelle passion pour une salle de sport de l'autre côté de la ville, où c'était peu pratique d'aller. Les conversations téléphoniques qu'elle menait à voix basse dans une autre pièce, ses réponses à mes questions toujours évasives, floues. Avant, je mettais ça sur le compte de la fatigue, du stress. Je lui faisais une confiance absolue. Notre mariage, me semblait-il, était construit sur des fondations solides d'amour et de respect mutuel. Mais maintenant je voyais que des fissures étaient apparues dans ces fondations, et je ne savais pas depuis combien de temps elles étaient là. Au petit matin, quand le ciel dehors a commencé à s'éclaircir, je me suis levé sans allumer la lumière et je suis allé dans mon bureau. C'était mon territoire, ma forteresse. Tout y était à sa place, tout obéissait à ma logique. Je me suis assis dans le fauteuil, j'ai allumé l'ordinateur. Je ne ressentais plus ni douleur ni jalousie, seulement une froide et vive détermination. Je devais connaître toute la vérité. J'ai ouvert la banque en ligne, le compte joint avec lequel nous payons toutes les grosses dépenses. J'ai commencé à examiner les relevés des 6 derniers mois. La plupart des transactions étaient normales, supermarché, factures, activités des enfants, mais il y avait des choses étranges. Plusieurs paiements dans des boutiques de lingerie haut de gamme dont Émilie ne m'avait pas parlé. Des billets de théâtre pour deux, pour un spectacle auquel je n'étais pas allé. Et des retraits réguliers, une fois par semaine, pour des courses en taxi vers la même adresse, celle de cette salle de sport. Mais le plus important, je l'ai trouvé à la fin de la liste. Un paiement effectué il y a 3 jours dans une petite bijouterie dont je n'avais jamais entendu parler. La somme était importante. J'ai copié le nom de la bijouterie et je l'ai tapé dans le moteur de recherche. Sur le site, il y avait une collection de bijoux pour hommes, boutons de manchette, bracelets, montres. J'ai remarqué qu'Émilie retirait presque chaque vendredi la même somme, assez importante, en liquide, toujours au même distributeur, pas loin de chez nous. J'ai fermé l'ordinateur portable. Les faits commençaient à former un tableau laid, un tableau de trahison construit sur ma confiance. Je me sentais comme un architecte qui découvrait soudain que son plus beau bâtiment était construit sur du sable et allait s'effondrer. Mais je ne le laisserai pas s'effondrer. Je le démontrai moi-même. Brique par brique, silencieusement, méthodiquement, sans bruit inutile. Je devais protéger les enfants, protéger ceux qui pouvaient encore être sauvés. J'ai ouvert un nouveau document sur l'ordinateur, je l'ai simplement appelé « Projet Émilie » et j'ai commencé à établir un plan. Point, trouver un bon avocat en droit de la famille. Point 2, rassembler plus d'informations, pas des soupçons, mais des preuves irréfutables. Je ne crierai pas, je ne ferai pas de scène, je préparerai simplement tout pour l'étape finale. Je savais que ce chemin serait long et douloureux, mais il n'y avait plus d'autre chemin pour moi. Il ne pouvait plus y avoir de retour à l'ancienne vie construite sur des illusions. J'étais assis dans le silence de mon bureau, et dehors une nouvelle journée commençait. Pour moi, c'était le premier jour d'une nouvelle réalité,
où il n'y avait plus de place pour la foi aveugle, seulement pour les faits. J'allais étudier ces faits avec la même rigueur que je mettais à concevoir mes maisons. Chaque nœud, chaque joint, chaque fissure dans ce qui me semblait être une façade parfaite. Dans les jours qui ont suivi, je me suis comporté comme d'habitude. Je prenais le petit déjeuner en famille, j'emmenais les enfants à l'école, je partais travailler, mais je n'étais plus le même homme. Je m'étais transformé en observateur. Je remarquais tout, comme Émilie sursautait quand son second téléphone professionnel sonnait, comme elle le rangeait rapidement quand j'entrais dans la pièce. Comme elle se regardait de plus en plus souvent dans le miroir, évaluant son reflet avec sévérité. Elle se préparait à une rencontre, mais pas avec moi. Un soir, pendant qu'Émilie était sous la douche, j'ai trouvé dans son sac un ticket de restaurant. Le ticket était pour 2 personnes et la date correspondait au jour de sa réunion de travail, qui s'était terminée tard. La somme était importante. J'ai photographié le ticket. C'était une preuve de plus. Une brique de plus dans le mur que je construisais entre moi et ma vie passée. Le jeudi, elle a de nouveau dit qu'elle rentrerait tard. J'ai hoché la tête. Quand elle est partie, j'ai enfilé des vêtements sombres, j'ai pris les clés de la seconde voiture que nous utilisions presque jamais et je suis parti derrière elle. Je gardais mes distances, en essayant de ne pas attirer l'attention. Je ne me sentais pas détective. Je me sentais chirurgien qui se prépare à une opération délicate. Je devais agir avec précision et sang-froid. Émilie est arrivée dans un immeuble moderne d'un quartier résidentiel calme en périphérie de la ville. Elle a garé sa voiture et est entrée dans l'un des halls. Je me suis garé un peu plus loin, de façon à voir la sortie. J'ai attendu 3 heures. Pendant ce temps, j'ai bu 2 verres de café froid dans un thermos et j'ai consulté toutes les actualités sur mon téléphone. Je ne ressentais ni impatience ni colère, seulement du vide. Enfin elle est sortie, mais pas seule. À côté d'elle se trouvait un homme grand, dans un manteau coûteux. Il parlait avec animation, il riait. L'homme l'a prise par la taille et elle ne s'est pas écartée. Ils sont restés ainsi plusieurs minutes, puis il l'a embrassée. Longuement, profondément. Je les regardais à travers le pare-brise de ma voiture. Le monde s'était réduit à cette scène. Le peignoir émeraude, l'eau de colonne masculine, le rire dans le hall. Maintenant tout était à sa place. J'ai mis le contact. Je ne suis pas parti derrière eux. Je n'avais plus besoin de voir davantage. J'avais des faits, et je savais ce que je devais faire ensuite. En rentrant à la maison, je n'ai pas attendu Émilie. Je me suis couché dans la chambre d'Amy. Quand elle est arrivée, j'ai fait semblant de dormir. J'ai entendu qu'elle entrait doucement, qu'elle s'arrêtait devant ma porte, puis qu'elle allait dans sa chambre. Je ne partageais plus sa chambre. Je ne partageais plus rien avec elle. Le lendemain, j'ai appelé l'avocat que m'avait recommandé un vieil ami. Maître Olivier Moreau, ai-je dit, j'ai besoin de votre aide pour une procédure de divorce. Je veux la garde exclusive des enfants. L'avocat m'a écouté en silence, puis a répondu, il vous faudra des preuves solides. Les juges n'aiment pas séparer les enfants de leur mère. J'en aurai, ai-je répondu. Je n'en doutais pas. Je savais que je rassemblerais toutes les preuves. Ce n'était qu'une question de temps. Et j'avais assez de temps. Le week-end, nous sommes allés comme d'habitude à la campagne. Les enfants jouaient dans la neige, construisaient une forteresse. Émilie était assise sur la véranda, emmitouflée dans une couverture avec un livre à la main. J'ai allumé la cheminée. Je regardais le feu et je pensais à la facilité avec laquelle on peut détruire tout ce qui a été construit pendant des années. Mais je ne ressentais aucun regret. Je ressentais seulement la détermination d'aller jusqu'au bout. Ce n'était plus ma maison. Ce n'était plus qu'un décor. Et bientôt je le démontrais aussi. Maître Olivier Moreau s'est révélé être exactement l'homme qu'il me fallait. D'un certain âge, avec des yeux fatigués mais très attentifs, il a écouté mon court récit sans m'interrompre. Son cabinet était ancien, avec de lourds meubles en chêne et une odeur de tabac coûteux, bien qu'il n'y ait pas de cendrier sur le bureau. Cela créait un sentiment de fiabilité et de solidité. L'infidélité est toujours complexe, Nicolas, a-t-il dit quand j'ai terminé. Surtout quand des enfants sont impliqués. Une photographie d'un baiser est une preuve indirecte. Il nous en faut davantage. Il nous faut des faits qui montrent le caractère systématique de la relation, transactions financières, voyage commun, témoin. Quelque chose qui prouve au juge qu'il ne s'agit pas d'une erreur passagère,
mais d'une liaison établie qui représente une menace pour l'équilibre moral des enfants. Je comprends, ai-je hoché la tête. J'ai des contacts avec quelqu'un qui peut m'aider. Un détective privé, fiable. Agissez, a dit maître Olivier Moreau. Mais souvenez-vous que tout doit être obtenu légalement. Nous ne pouvons pas lui donner l'occasion de contester nos preuves. Le même jour, je suis allé rencontrer François, ancien policier et maintenant propriétaire d'une petite agence de détectives efficaces. Nous étions assis dans un café discret en périphérie. François, un homme solide au mouvement étonnamment rapide, buvait un café noir et me regardait avec une sympathie professionnelle. Histoire classique, a-t-il dit en examinant la photographie que je lui montrais sur l'écran de mon téléphone. Le mari travaille, la femme s'ennuie. Donne-moi 3 jours, je saurai qui il est, où il habite, ce qu'il respire. Les 3 jours suivants ont ressemblé à un rêve. Je suis allé travailler, j'ai participé aux réunions, j'ai même souri à mes collègues, mais mes pensées étaient ailleurs. J'étais une machine qui exécutait des actions programmées. Le vendredi soir, François m'a envoyé son rapport. Court, sec, rempli de faits. Damien, 42 ans, propriétaire d'une entreprise de construction, marié, 2 enfants, habitait dans cet immeuble moderne en périphérie où se rendait Émilie. Des photographies étaient jointes. Damien au volant d'un gros 4x4 coûteux, Damien entrant dans un restaurant, Damien et Émilie riant sur un parking. J'ai longtemps regardé la dernière photo. Ils avaient l'air heureux. Pas comme nous sur nos dernières photos de famille. Là, c'était des sourires pour l'appareil. Ici, c'était des sourires pour l'autre. J'ai tout sauvegardé dans un dossier séparé sur un disque chiffré. J'ai appelé ce dossier « Phase 2 ». Le lundi, j'ai demandé à François d'installer une surveillance devant l'immeuble de Damien, simplement pour noter quand Émilie arrivait et repartait. Un jour plus tard, j'avais sur mon ordinateur un tableau avec les dates et les horaires. Tout correspondait à ses sorties avec des amis et à ses allées à la salle de sport, mais cela ne suffisait pas. Je voulais savoir ce qui se passait à l'intérieur, mais je comprenais que placer des caméras dans un appartement qui n'était pas le mien était déjà un délit. Je ne pouvais pas encore franchir cette ligne. Puis Émilie a commis une erreur. Un soir, elle a laissé son téléphone professionnel sur la table du salon et est allée dans la salle de bain. Le téléphone a vibré à l'arrivée d'un message. J'ai jeté un rapide coup d'œil à l'écran. Non, Damien. Texte, tu me manques. Demain tout est comme prévu. J'ai senti mon cœur s'arrêter une fraction de seconde, puis battre avec une force double. J'ai rapidement photographié l'écran avec mon propre téléphone avant qu'Émilie ne sorte de la salle de bain. Le lendemain, Émilie a annoncé qu'elle devait partir en déplacement professionnel pour 2 jours. Une conférence sur le design dans une ville voisine. Bien sûr, ai-je dit en l'embrassant sur la joue. Mes lèvres étaient froides. Bonne chance. Je savais où elle allait. En réalité, j'avais l'adresse, et j'avais un plan. En attendant que les enfants s'endorment, j'ai préparé un petit sac. Vêtements de rechange, thermos de café, ordinateur portable. Je devais m'en assurer personnellement, voir tout de mes propres yeux. Pas pour le tribunal, pour moi. Je devais voir la fin de cette illusion. Je suis allé dans cet immeuble moderne en périphérie, j'ai trouvé le bon bâtiment, le bon hall. La lumière n'était allumée que dans une fenêtre au 5e étage. Je savais que c'était sa fenêtre. J'ai garé ma voiture en face, j'ai coupé le moteur. La nuit était froide et claire. Dans le ciel sombre, les étoiles brillaient fort. Je les regardais et je ne ressentais rien. Absolument rien. Du vide. Au bout d'1 heure, la lumière dans la fenêtre s'est éteinte. Je savais ce que cela signifiait, mais je suis resté assis. Je suis resté jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir à l'est. Quand les premiers rayons du soleil ont touché les toits des immeubles, j'ai mis le contact et je suis parti, mais pas vers la maison. Je suis allé dans mon ancien appartement, que je gardais pour les cas d'urgence, à l'autre bout de la ville. Ce jour-là était précisément ce cas. Je suis entré, et l'odeur de poussière et d'oubli m'a enveloppé. Personne n'y habitait depuis de nombreuses années. Je me suis assis sur le vieux canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Devant moi se trouvaient des dossiers avec des fichiers, des dates, des photographies. Mon projet approchait de son terme. Je ne ressentais ni douleur ni satisfaction, seulement un vide froid et une clarté. Et je savais ce qu'il fallait faire. Le soir,
Maître Olivier Moreau m'a appelé. Nicolas, j'ai préparé les documents. Êtes-vous sûr d'être prêt? Oui, ai-je répondu en regardant par la fenêtre la ville grise et anonyme. Je suis prêt. Le lundi matin, un froid mordant et un ciel bas et plombé m'ont accueilli. J'ai conduit les enfants à l'école, je les ai embrassés plus longtemps que d'habitude. J'ai vu l'inquiétude dans les yeux d'Hugo et la confusion dans ceux de Manon. Ils comprenaient tout. Je suis arrivé au cabinet de l'avocat. Sur la table se trouvait une épaisse chemise. Les documents étaient disposés dans un ordre parfait. Nous pouvons commencer par une tentative de règlement amiable, a proposé maître Olivier Moreau. Cela économisera du temps et des nerfs, à vous comme aux enfants. Non, ai-je dit fermement. Seulement le tribunal. Je veux que tout soit officiel. Je veux qu'il ne reste aucune zone d'ombre. L'avocat a hoché la tête. Comme vous voulez. Dans ce cas, nous déposons la demande demain matin. La procédure peut durer plusieurs mois. Je suis prêt à attendre. Et c'était vrai. J'avais déjà trop attendu. La convocation est arrivée le mercredi. J'ai fait en sorte que le coursier la remette en main propre à Émilie quand les enfants n'étaient pas à la maison. Je l'imaginais décacheter la grosse enveloppe, son visage passant de la perplexité à l'horreur, puis à la panique. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt vers midi. Je ne répondais pas. Je consultais méthodiquement les rapports du projet, je répondais aux courriels, je discutais avec mes collègues des détails de construction d'un nouveau centre commercial. J'étais complètement absorbé par le travail, ou du moins je donnais cette impression. Chaque appel manqué d'Émilie était pour moi une petite victoire, la confirmation que le contrôle était maintenant entre mes mains. Le soir, quand je suis entré dans l'appartement, un silence assourdissant m'a accueilli. Les enfants étaient dans leur chambre. La porte était fermée à clé. Ils n'étaient même pas venus m'accueillir en courant. Comme d'habitude, Émilie se tenait au milieu du salon, tenant à la main cette même enveloppe. Son visage était pâle, ses yeux rouges de larmes. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était rauque, à peine reconnaissable. Qu'est-ce que tout cela signifie, Nicolas? J'ai enlevé mon manteau sans rien dire, je l'ai accroché soigneusement dans le placard, puis je suis allé au bar, je me suis servi un verre d'eau et j'ai fait plusieurs longues gorgées. Cela signifie que je demande le divorce, ai-je répondu. Ma voix était calme, presque indifférente. Le divorce? Tu as perdu la raison. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré une amie 2 ou 3 fois. Tu m'as suivi? Je ne t'ai pas suivi. J'ai rassemblé des faits. Et ce n'était pas une amie, Émilie. Il s'appelle Damien. Et il n'y a pas eu 2 rencontres, il y en a eu beaucoup. Sur son visage a passé une lueur de panique, mais elle s'est aussitôt reprise. Tu ne me fais plus confiance. Je le savais. Tu as toujours été froid, distant. C'est toi qui as détruit notre mariage par ta suspicion. J'ai esquissé un sourire. Les coins de mes lèvres ont à peine bougé. Non, Émilie, c'est toi qui as tout détruit. Tu m'as menti chaque jour. Tu as menti à nos enfants. Tu as dépensé notre argent commun pour un autre homme. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai ouvert la galerie. Voilà, par exemple, le soi-disant déplacement professionnel dans la ville voisine. Je lui ai montré la photographie où elle et Damien s'embrassaient devant l'entrée de son centre de conférence. Émilie a reculé comme si elle avait reçu un coup. Elle regardait la photo et son visage s'est déformé. Toute sa bravade, toutes ses accusations ont disparu. Il ne restait que la peur. Je peux tout expliquer, a-t-elle balbutié. Inutile. Les explications n'ont plus d'importance. Seuls les faits comptent. Et les faits disent que tu m'as trompé. Et que tu n'es plus la mère dont mes enfants ont besoin. Demain mon avocat contactera le tien. Je me suis retourné et je suis allé dans mon bureau en fermant la porte derrière moi. Je n'ai pas entendu ces larmes. Je ne voulais pas les entendre. Dans mon monde, il n'y avait plus de place pour les émotions, seulement pour un plan clair et réfléchi. Le matin suivant m'a accueilli dans un silence vibrant. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, avant le réveil. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais reposé, comme si un énorme poids invisible m'était tombé des épaules. J'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants, leur crêpe préférée avec du sirop d'érable. Quand ils sont descendus à la cuisine, j'ai vu du soulagement sur leur visage. Ils me souriaient, et dans ces sourires il n'y avait plus d'inquiétude.
Émilie n'était pas là. Elle était partie tôt le matin, laissant sur la table un court mot. Je reviendrai chercher mes affaires ce soir. J'ai froissé le mot et je l'ai jeté. Cela m'était égal. Dans la journée, j'ai travaillé depuis la maison, vérifiant de temps en temps comment allaient les enfants. Ils jouaient dans leur chambre tranquillement, presque sans bruit, comme s'ils craignaient de briser la nouvelle harmonie fragile. Je savais qu'il y aurait le tribunal, les débats, le partage des biens, mais ce n'était que des formalités. La principale bataille était déjà gagnée. Le soir, quand les enfants se sont couchés, je suis resté dans mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre la ville nocturne. Le téléphone était posé sur la table, silencieux. Il n'y avait plus d'appels manqués, plus de messages mensongers. Il n'y avait que le silence. Et dans ce silence, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Je ne savais pas ce qui m'attendait, quelle serait ma nouvelle vie, mais je savais une chose, elle serait honnête, et c'était le plus important. Les jours ont passé lentement, comme une résine épaisse. J'ai installé une nouvelle routine, claire et prévisible, lever, petit déjeuner, école, travail, dîner, devoir, histoire du soir pour Manon, conversation sur les jeux vidéo avec Hugo. J'étais l'axe autour duquel tournait maintenant notre petit monde, et cela me donnait des forces. Je ne me permettais pas de penser à Émilie. Elle était devenue une variable dans l'équation que je devais résoudre. Les émotions étaient inutiles, elles gênaient les calculs. Émilie est revenue chercher ses affaires un samedi après-midi. J'étais resté exprès à la maison, j'avais envoyé les enfants se promener avec la voisine pour les épargner de ce spectacle. Elle est entrée sans frapper avec sa clé. Elle avait l'air impeccable. Tailleur pantalon strict, cheveux parfaitement coiffés, maquillage coûteux. Mais au coin de ses lèvres restait une tension, et ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse. Je suis venu chercher quelques affaires, a-t-elle dit en essayant que sa voix sonne assurée, mais elle a tremblé malgré elle. Prends tout ce que tu considères comme à toi, ai-je répondu sans quitter des yeux le livre que je tenais. Je ne tournais même pas la page, je tenais simplement le livre comme un bouclier. Elle a commencé à rassembler ses choses, se déplaçant vite, nerveusement, rangeant dans de coûteuses valises ses robes, ses chaussures, ses produits de beauté. Elle évitait de regarder les photographies de famille au mur et les dessins d'enfants fixés par des aimants sur le réfrigérateur. Elle s'effaçait de cette maison, ne laissant derrière elle que du vide. Quand les valises ont été prêtes, elle s'est arrêtée sur le seuil du salon. « Tu prives les enfants de leur mère » a-t-elle dit doucement. Mais dans sa voix il n'y avait plus de larmes. Il y avait de l'acier. « Non » ai-je répondu en levant enfin les yeux vers elle. Mon regard était froid comme de la glace. Je les prive du mensonge, et ils ont déjà perdu leur mère depuis longtemps. Elle n'a rien répondu, elle a seulement serré les lèvres et est sortie en claquant bruyamment la porte. Cette fois, la porte ne s'est pas fermée sans bruit. Le lundi, maître Olivier Moreau m'a appelé. Nous avons reçu une demande reconventionnelle. Le lot habituel d'accusations, violence émotionnelle, manque d'attention, tentative de l'isoler des enfants. Elle demande la garde exclusive et des pensions alimentaires importantes. Bien, ai-je dit. Je m'y attendais. Son avocat, une véritable requin, va insister sur le fait que vous êtes un mari vindicatif et jaloux qui utilise sa position financière pour enlever les enfants à une mère aimante. Une mère aimante ne passe pas 3 soirs par semaine dans l'appartement de son amant, ai-je répondu calmement. Exactement. Nous devons nous concentrer sur les faits. Vos preuves sont irréprochables. Relevés bancaires, photos, enregistrement des caméras de surveillance. Cela dressera un tableau clair, un tableau de tromperie. La procédure a commencé. Ce n'était plus une guerre d'émotions, c'était une guerre de documents. J'ai remis à l'avocat tout ce que j'avais, relevé bancaire avec les dépenses suspectes entourées en rouge, capture d'écran des messages, rapport détaillé de François qui incluait même des images des caméras du hall de cet immeuble moderne où Émilie se rendait si souvent. Chacun de ses déplacements professionnels, chacune de ses sorties, avec des amis, avait maintenant une date, une heure et une adresse. J'ai même joint d'anciennes lettres de mon père qu'il m'avait écrites dans ma jeunesse. Dans l'une d'elles, mon père, un homme d'une autre génération, écrivait « Mon fils, le pire dans la vie n'est ni la pauvreté ni la maladie. Le pire est de vivre dans le mensonge. Il ronge l'âme comme la rouille. Construis ta vie sur l'honnêteté. C'est le seul fondement solide. » J'ai joint cette lettre à mes notes personnelles pour le dossier. Elle n'avait pas de valeur juridique, mais pour moi elle en avait une. Un mois s'est écoulé.
La vie dans la maison s'est stabilisée. Les enfants sont devenus plus calmes. Manon a recommencé à dessiner, mais ses dessins étaient maintenant vifs et ensoleillés. Hugo parlait davantage avec moi, partageait ses pensées. Nous étions redevenus une famille, différente, pas complète, mais honnête. Un soir, en regardant d'anciennes vidéos de famille, je suis tombé sur l'enregistrement de l'anniversaire d'Hugo 2 ans plus tôt. Sur la vidéo, Émilie riait en serrant son fils dans ses bras. À côté d'elle se trouvait Damien, qui avait été invité en tant que partenaire professionnel. Il la regardait non pas comme la femme d'un ami, il la regardait comme sa femme, et elle lui répondait par le même regard quand elle pensait que personne ne voyait. Je regardais l'écran, et je ne ressentais plus ni colère ni douleur, seulement la froide confirmation que j'avais tout fait correctement. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le projet Émilie était terminé. Il ne restait plus qu'à attendre la conclusion officielle. Le point final que le juge placerait à la fin de la phrase. C'était une simple formalité. Pour moi, j'avais placé ce point depuis longtemps. Les audiences se sont transformées en une routine grise et interminable. Je suivais méthodiquement les instructions de maître Olivier Moreau. Je ne montrais aucune émotion, je parlais seulement des faits, j'opérais avec des dates, des chiffres, des preuves. Mon calme et mon sang-froid semblaient exaspérer Émilie et son avocat. Ils essayaient de me provoquer, posaient des questions personnelles et ironiques, mais je restais impénétrable, comme un mur de granit. Je savais que toute explosion émotionnelle serait utilisée contre moi. Les enfants étaient le principal champ de bataille. Les psychologues désignés par le tribunal travaillaient avec eux, essayant de comprendre avec qui il serait mieux. Je ne faisais pas pression sur eux, je ne leur demandais pas ce qu'ils avaient dit aux spécialistes. J'étais simplement présent, je lisais à Manon ses histoires préférées le soir, je construisais avec Hugo des maquettes complexes avec lesquelles nous n'avions pas eu le temps de finir avant ce jour-là. Je leur créais une île de stabilité au milieu de la tempête. Le soir, quand les enfants dormaient, je consultais les rapports de François. Il n'y avait plus de nouvelles rencontres entre Émilie et Damien. Son avocat lui avait probablement conseillé d'être prudente, mais les anciennes preuves étaient déjà dans le dossier et elles suffisaient. Un vendredi, alors que je récupérais les enfants à l'école, Manon m'a demandé soudain, « Papa, on n'ira plus jamais tous ensemble à la mer ?» Sa voix a tremblé. Dans ses grands yeux gris, il y avait des larmes. J'ai arrêté la voiture sur le bas-côté. Je me suis tourné vers elle et j'ai pris sa petite main dans la mienne. « Bien sûr que si, mon soleil », ai-je dit en essayant que ma voix sonne aussi assurée que possible. Simplement maintenant nous irons différemment. Sans maman, a demandé doucement Hugo depuis la banquette arrière. Oui, ai-je répondu tout aussi doucement. Sans maman. Je n'ai rien expliqué de plus. Je savais qu'il comprenait déjà tout. Les enfants comprennent toujours plus que les adultes ne le croient. Il s'est encore écoulé 2 mois. L'affaire approchait de sa fin. L'avocat d'Émilie faisait tout ce qui était possible pour retarder la procédure. Elle inondait le tribunal de requêtes, demandait de nouvelles expertises. Mais les faits étaient une chose têtue. Un jour, je suis rentré à la maison plus tôt que d'habitude. La porte de l'appartement était entrebâillée. Je suis entré silencieusement. Des voix venaient du salon. J'ai reconnu la voix d'Émilie et une autre voix masculine. Je me suis figé dans l'entrée. Cette voix m'était familière. C'était Damien. Il parlait doucement mais distinctement. Tu dois te calmer. Tout se passe selon le plan. Nous obtiendrons ce que nous voulons. Il suffit d'être forte. Je n'y arrive pas, répondait la voix d'Émilie, et on entendait des sanglots. Il sait tout. Il me regarde comme si je n'étais rien. C'est simplement sa tactique. Il essaie de te briser. Ne cède pas, souviens-toi de ce pourquoi nous faisons tout cela. Je suis resté immobile. Chaque mot était comme un coup de marteau. J'ai sorti mon téléphone et j'ai activé le dictaphone. Je ne savais pas si cet enregistrement serait utile au tribunal, mais il me fallait cette dernière preuve qui détruirait tous les doutes, s'il en restait encore. Je suis sorti silencieusement de l'appartement, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis assis dans ma voiture. Je suis resté longtemps assis, regardant l'asphalte gris devant moi. Je ne ressentais pas de colère, seulement une fatigue glacée. J'ai compris que tout ce temps je n'avais pas mené une guerre contre Émilie, je menais une guerre contre les fantômes du passé, contre l'illusion de la famille parfaite que j'avais construite avec tant de soin. Et maintenant cette illusion s'était réduite en poussière.
La décision a été rendue une semaine plus tard. Rapidement, presque formellement. La garde exclusive des enfants est restée à moi. Des droits de visite le week-end sous contrôle des services sociaux ont été accordés à Émilie. Ses demandes financières ont été rejetées. Le partage des biens s'est fait strictement selon le contrat de mariage. Quand tout a été terminé, je suis sorti seul de la salle d'audience. Maître Olivier Moreau m'a serré la main. « Vous avez tout fait correctement », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je ne me sentais pas vainqueur. Je ne ressentais que du vide. Je suis rentré à la maison. Les enfants m'attendaient. Quand je suis entré, ils se sont précipités vers moi et m'ont serré dans leurs bras. À ce moment-là, j'ai compris que mon projet était terminé. Je les avais protégés. J'avais construit pour eux une nouvelle maison sur des fondations solides et honnêtes. Une année s'est écoulée. La vie est entrée dans un nouveau rythme calme. Je travaillais beaucoup, mais les soirées et les week-ends, je les passais toujours avec les enfants. Nous avons beaucoup voyagé, nous avons découvert de nouveaux endroits. J'ai appris à Hugo à faire du snowboard, et Manon s'est passionnée pour l'équitation. Émilie appelait rarement. Ses rencontres avec les enfants se passaient de façon tendue. Elle essayait d'être joyeuse, elle leur offrait des cadeaux coûteux, mais les enfants sentaient la fausseté. Ils étaient polis, mais distants. Un soir, en rentrant d'un nouveau voyage, j'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. Sur l'enveloppe il n'y avait pas d'adresse de retour, seulement mon prénom écrit d'une écriture familière. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Nicolas. Je sais qu'il est tard pour demander pardon, mais je veux que tu saches que je regrette tout. J'ai tout perdu. J'ai été stupide et faible. Pardonne-moi si tu peux. Émilie. J'ai relu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai lentement et soigneusement déchirée en petits morceaux que j'ai jetés dans la poubelle. Je n'ai rien ressenti. J'ai fermé la porte, j'ai regardé les photographies des enfants au mur et j'ai souri. Ma vraie vie était ici, et elle ne faisait que commencer. 3 ans se sont écoulés. Je ne comptais plus les jours. Le temps coulait simplement, emportant avec lui les débris du passé, comme une rivière emporte la vase. Peu à peu, l'eau de ma vie est redevenue claire et transparente. Ma maison n'était plus un décor. Elle s'était remplie d'un nouveau sens, de nouveaux sons. Le rire bruyant d'Hugo, maintenant plus grand que moi, les questions vives de Manon, qui découvrait le monde avec une curiosité inlassable. Les soirées ne se passaient plus dans un silence tendu. Nous dînions ensemble en parlant de la journée. Je leur racontais mes projets. Eux me parlaient de l'école. J'étais redevenu un père, et non plus seulement un observateur. Et ce rôle m'apportait une satisfaction tranquille et profonde que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le dossier, Projet Émilie, avait été archivé depuis longtemps et placé sur un disque externe qui se trouvait dans le tiroir le plus profond de mon bureau. Je ne l'avais jamais rouvert. Je n'avais plus besoin de preuves. Je vivais le présent. Avec Émilie, nous nous voyions rarement, lors des brèves remises d'enfants le week-end. Elle arrivait dans une voiture plus modeste. Son maquillage et sa coiffure parfaite étaient restés les mêmes, mais dans ses yeux s'était installée une fatigue qu'aucun correcteur ne pouvait cacher. Elle essayait d'être joyeuse, elle apportait aux enfants des cadeaux coûteux mais sans âme, que ceux-ci acceptaient poliment et oubliaient aussi poliment dans leur chambre. Un jour, presque 4 ans après le divorce, nous nous sommes croisés par hasard au centre-ville. Je marchais avec les enfants en sortant d'un musée. Nous rions en discutant d'un tableau. Et soudain je l'ai vue. Elle était assise seule à la terrasse d'un café. Devant elle se trouvait une tasse de café, depuis longtemps froide. Elle regardait au loin d'un air absent, et il y avait dans son visage quelque chose de perdu, presque d'égaré. Elle ne portait plus de vert émeraude. Elle avait un simple manteau beige. J'ai voulu passer mon chemin, mais Manon l'a vue la première. « Maman » a-t-elle crié, et dans sa voix il y avait plus l'habitude que la joie. Émilie a sursauté et s'est retournée. Son regard a trouvé le mien, puis les enfants. Sur son visage est passée une expression complexe, surprise, joie, douleur. « Bonjour » a-t-elle dit en se levant. Sa voix était basse. « Bonjour » ai-je répondu. J'ai posé mes mains sur les épaules des enfants, comme pour les protéger de quelque chose d'invisible. « Comment allez-vous ? Vous avez tellement grandi. » Elle regardait les enfants, et dans son regard il y avait une nostalgie sincère. « Nous allons bien » a dit Hugo.
Dans sa voix il n'y avait aucune rancune d'enfant, seulement une constatation calme des faits. Nous sommes allés au musée, il y avait un squelette de dinosaure énorme. C'est merveilleux. Émilie a tourné les yeux vers moi. Je suis contente de vous voir. Nous aussi, ai-je dit. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ma voix. C'était simplement de la politesse. Il faut que nous y allions. Manon a des devoirs. Bien sûr, oui, bien sûr. Elle a hésité. Je pense parfois à vous, à nous. Je suis resté silencieux. Je savais que n'importe quel mot serait de trop. Le silence s'est prolongé. Tu avais raison, Nicolas, a-t-elle soudain dit en me regardant droit dans les yeux. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis de longues années, j'ai vu quelque chose de réel dans son regard. Pas un jeu, pas une manipulation, mais un regret sincère. Je pensais construire quelque chose de nouveau, de meilleur, et en réalité je détruisais tout ce que j'avais. Et quand j'ai tout perdu, j'ai compris que je n'avais plus rien. Lui aussi est parti, il a dit qu'il ne voulait pas d'une femme avec un tel passé et de tels problèmes. Elle a souri amèrement. Je n'ai rien répondu. Je ne ressentais ni jubilation ni pitié. Je ressentais seulement que cette histoire était enfin terminée, définitivement. Adieu, Émilie, ai-je dit. Je me suis retourné et j'ai emmené les enfants avec moi. Je ne me suis pas retourné. J'avançais, sentant les petites mains chaudes des enfants dans les miennes. Nous marchions dans la rue enneigée, et à la lumière des réverbères nos ombres se mêlaient en une seule, grande et unie. Et je savais que j'avais tout fait correctement. Je n'avais pas détruit ma famille, je l'avais reconstruite sur le seul fondement vraiment solide qui existe, la vérité. Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que garder son calme et rassembler méthodiquement des preuves était la meilleure réaction possible face à une trahison, ou auriez-vous agi différemment dans une situation similaire? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».